ça y est. Pauletta dans la surface, la frappe. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro Miguel Pauletta. Oh là 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 là, Zlatan Ibrahimovic, 25e minute, le doublé en 2 minutes. Ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Mandanda. Bon les gars, on arrive sur cette fin de saison dans Passion Saint-Germain, les matchs couperets arrivent, la Ligue des Champions est terminée, mais la Coupe de France continue, heureusement pour les Parisiens qui se sont qualifiés pour la finale de mercredi contre Montpellier mercredi dernier au tir au but après un match interminable des Parisiens, et on y reviendra sur ce podcast, avant également cette 37e journée décisive pour la lutte contre Lille pour le titre, avec ce match attendu au Parc des Princes contre Reims. Alors pour ce podcast, comme d'habitude, avec moi en Nams, fidèle au poste à mes côtés, j'ai 2 invités cette fois. Donc oui, d'habitude c'est un invité, mais là on en a 2. Alors j'ai tout d'abord Cyril, supporter de Reims. Salut à toi Cyril, et qu'est-ce que tu attends justement de cette confrontation à venir contre le PSG? Alors salut messieurs, déjà ce sera un match très compliqué pour Reims, parce qu'on n'a plus vraiment grande chose à jouer, contrairement au PSG qui doit se battre jusqu'au bout pour le titre. Ça va être compliqué, mais peut-être un petit miracle d'accrocher un point. Bon là, à Reims actuellement ils sont plus ou moins, on va dire ils sont sauvés. Là il faudrait un vrai concours de circonstances pour voir Reims en Ligue 2, mais bon là Reims est sauvé, donc là clairement là le but c'est de prendre du plaisir sur ce match. On est sauvé depuis déjà plusieurs semaines, mais on n'a pas vu de progression dans le jeu. C'est toujours très défensif. Les joueurs savent pas quoi faire offensivement. Mais bon, on va essayer de faire notre mieux de pas prendre une raclée face au PSG, parce que certes on est sauvé pour le moment grâce au goal average, mais si on prend 5 ou 6 buts, ça risque d'être dangereux derrière. Ouais, c'est vrai. Et puis il y a une équipe récemment qui a pris beaucoup de buts cette saison, mais qui n'a pas tremblé face au PSG, les a même mis en difficulté, c'est Montpellier, et c'est Fabien qui va en parler avec nous. Salut à toi Fabien, et j'espère que t'es pas trop déçu après cette défaite mercredi. Salut Raphaël, salut à tous. Et puis si, un petit peu déçu quand même, parce que quand on voit qu'on arrive au tir au but et qu'on était à ça de se qualifier pour la finale de Coupe de France qui nous tenait vraiment à cœur, mais bon voilà, c'est comme ça, Paris a gagné, et maintenant il n'y a plus qu'à voir ce que donnera cette finale de Coupe de France entre Paris et Monaco. Fondateur et gérant de MHC On Air, présent sur tous les réseaux sociaux, si tu veux nous parler un petit peu de cette page. C'est une page sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et aussi un site internet, donc mhsconair.com. Et voilà, donc on écrit pas mal d'articles dessus, que ce soit sur les professionnels, sur les jeunes, sur les féminines. On parle vraiment du club de Montpellier en général. Voilà, je l'ai créé en 2016-2017, donc il y a 4-5 ans. Et puis on fait notre petit bout de chemin avec cette page-là. On va essayer de la faire évoluer de plus en plus aussi dans les mois et les années à venir, et on verra ce que ça donnera. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. En tout cas, on mettra le lien sur la description du podcast quand il sortira, notamment sur notre page Twitter. Alors en tout cas, on va revenir sur cette demi-finale. C'est assez frustrant, mais Nams, je vais te poser la question. Ce match, c'est à l'image de la saison du PSG, capable offensivement de créer des choses, mais défensivement toujours des problèmes de concentration, des problèmes à garder un score et à se faire peur surtout. C'est un peu le leitmotiv du PSG cette saison. C'est ça, c'est exactement ça. On a un PSG qui aurait pu déjà plier le match dès la première mi-temps. Et justement, ils ont fait ce qu'ils ont fait toute cette saison. Donc se faire peur, mener au score, se faire rattraper, être très frileux défensivement. J'ai tout de suite en tête alors on a Marquinhos qui met la tête, on a Florenzi qui tente une passe en retrait de la tête pour Navas. Le ballon passe juste à côté. Mais voilà, ça résume un peu notre frilosité défensive de toute cette saison. Et en tout cas, il y a eu un homme qui nous a manqué, qui est revenu et qui a pas attendu pour faire parler de lui. C'est forcément Kylian Mbappé, auteur d'un doublé. J'imagine que Fabien, quand t'as vu Mbappé titulaire, t'as un peu grincé les dents, parce que c'est vrai qu'on le connaît, un compétiteur dans l'âme. Je pense qu'il avait tout pour marquer les esprits encore mercredi soir.
C'est ça. J'ai bien grincé les dents et je pense que les défenseurs de Montpellier aussi. Ouais, c'est vrai. Et puis sur le premier but, on rappelle qu'au bout de 10 minutes, il a ouvert le score sur une belle action. Icardi a mis sur Gay, qui a envoyé une belle balle en profondeur pour Mbappé, qui a fusillé Berthaud à bout portant. Et il est avec puissance sur ce but-là, comment il s'impose, puissance, explosivité, et même dans la finition, tu sens qu'il a changé. Tu vois, ce qu'on lui reprochait auparavant, là, d'être pas assez tueur devant le but, d'être clinique, d'être létal devant le but, on lui reprochait cela, mais justement, il est en train de corriger cela, et vraiment, c'est depuis cette début d'année 2021, on voit il fait vraiment ce qu'on attend de lui, quoi. Il tue devant le but. Toi, Cyril, je vais te poser la question, toi, à ton tour. Bon, t'es partisan d'aucun des deux clubs qui se sont affrontés mercredi, mais qu'est-ce que tu penses un peu bon, je vais pas te parler du PSG, mais plutôt de ce qui se passe autour de Mbappé, sur sa forme, etc. Toi, tu le verrais rester en Ligue 1 la saison prochaine au PSG? Comment tu vois les prochaines semaines du PSG à ce niveau-là? Déjà, Mbappé, c'est clairement le meilleur joueur du PSG cette saison avec Navas. C'est vraiment lui qui porte l'équipe, surtout offensivement. S'il n'est pas là, on le voit clairement dans les résultats. Beaucoup de mal à marquer des buts et à se créer des occasions. Il arrive à gagner des matchs à lui tout seul. On l'a vu encore récemment face à Saint-Etienne et aussi en Ligue des Champions. Mais Mbappé, c'est vrai que à voir ce que va faire Leonardo cet été, parce qu'on sait qu'il n'est pas prolongé, mais il faut une équipe compétitive à ses côtés. Donc j'espère que Leonardo répondra à ses attentes afin de garder Mbappé en France, parce que c'est quand même un merveilleux joueur. Ah bah ça c'est clair, et surtout quand il est dans cet état d'esprit à ne pas être trop individualiste, jouer pour le collectif, et on le sent quand il est comme ça et qu'il a la réussite devant le but, il est intraitable. Mais côté de Montpellierin, on a vu également de la frilosité. 5 minutes après son premier but, on a vu qu'il avait raté un autre face à Berthaud suite à un 1-2 avec Gay. Un peu en déséquilibre sur ce, en plus il est un peu en déséquilibre sur ce face à face. Même moi à première vue je me suis dit que bon, il aurait peut-être dû la mettre, mais c'est vrai que ça a l'air un peu compliqué, parce qu'il y a aussi, je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'est Congrès qui revient assez vite sur lui, non? Il revient assez vite sur lui, et je pense que ça l'empêche un peu de bien finir l'action comme il l'aurait voulu. Mbappé dépendance sur la finition, on l'a bien vu avec Icardi qui lors de la demi-heure de jeu, Fabien a raté une balle énorme de breaké sur une passe encore de Mbappé en retrait. Là tu te dis quoi Fabien, c'est plus bel arrêt du gardien ou c'est Icardi qui mange la feuille de match? Il y a un peu des deux. On va dire qu'il y a un peu des deux, et surtout ce que je me dis c'est que il commence à rater des occasions devant le but. Est-ce que c'est pas bon pour nous derrière? Voilà, s'il commence à rater pas mal d'occasions, parce qu'il y a eu d'autres occasions aussi où ils étaient devant le but, où Berthaud a pu faire aussi des arrêts. C'est ça. Et c'était aussi positif pour Montpellier de se dire bon, il mange un peu la feuille devant le but de Berthaud, donc ça peut être bien pour nous si on arrive à revenir au score. Mais sur cette occasion, il a une certaine désinvolture. Il apprend sans contrôle plat du pied, mais on sent dans son langage corporel que voilà, il apprend, mais il y va pas dedans. Tranquille quoi. Il va tranquille, voilà, c'est ça. Il tire vraiment sur Berthaud, et tu sens que voilà, il rentre pas dedans. Alors je sais pas si c'est une légère perte de confiance, mais il a quand même beaucoup vendangé quand même. Il a eu quand même 2-3 grosses occasions. Et pour un joueur de ce registre-là qu'on attend justement, on attend qu'il la mette au fond, parce que c'est son registre principal, ça renard des surfaces. Quand tu rates autant, c'est quand même assez problématique. Ouais. Et surtout que sur cette première mi-temps, il y a eu énormément d'occasions parisiennes, et quand avant la mi-temps, Laborde qui sur le côté gauche de la surface fixe Florenzi et qui te flash qui te lance un missile lucarne opposé, même Navas ne Navas est fautif. Ah ouais, tu trouves? Non, c'est incroyable. Non, la frappe elle est trop belle. Il est incroyable. Notre guiguette quoi. Ah non, mais là il Laborde fait très beau but. Ouais. Et là, sur cette frappe, il démontre vraiment qu'il est en totale réussite. Cette saison, c'est peut-être même sa plus belle saison là depuis qu'il est en Ligue 1, Gaëtan Laborde. Carrément. Il a 15 buts cette saison avec 7-8 passes décisives si je me trompe pas, et Delors le suit juste derrière avec 14 buts et à peu près les mêmes nombres de passes décisives. Donc c'est très 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 efficace offensivement Montpellier, et ça fait très très mal malheureusement pour Montpellier, c'est que défensivement ça pêche beaucoup derrière quoi. C'est fou, sa saison elle est folle. Est-ce que vous pensez que justement que Deschamps jette un petit coup d'œil sur lui, sachant qu'on passe à 26, il y a 3 places supplémentaires? Est-ce que Deschamps jetterait un petit coup d'œil sur lui ou non, à votre avis?
Franchement, c'est compliqué de dire qu'il peut jeter un coup d'œil sur la board parce que tu vois même les attaquants qui seront pas forcément pris comme des Martial, comme il y a qui d'autre. Après il y a d'autres attaquants aussi. Après beaucoup, tu vois, tous les attaquants qu'il y a en France, t'as Lacazette, t'as Martial et après dans ceux qui seront pris, t'as Ben Yedder, t'as Mbappé, t'as Griezmann. Cyril, il y a aussi Boulaïdia, défend un peu tes attaquants là. Ah mais il est international sénégalais, vous l'avez dit. C'est vrai qu'il a ça c'est égalé en plus. Je te lance alors que j'avais totalement oublié cet aspect-là, autant pour moi. Mais oui. J'ai vu d'ailleurs que en parlant de Gaëtan Laborde et de l'équipe de France, il y a SoFoot qui a sorti un article justement pour, je sais pas si vous l'avez vu. Et j'ai jeté un œil tout à l'heure, je l'ai pas lu en entier. Et ils ont sorti un article justement en disant à Didier Deschamps de bien regarder Gaëtan Laborde avant de faire la sélection des joueurs pour l'Euro 2021. Je pense qu'il y aura des surprises, par exemple sur un Laborde ou un concours. Laborde, ça pourrait être le petit Chimonda de la troupe au final. Hein. C'est un joueur qui mérite, mais qui n'était pas dans les petits papiers de base. Mais en tout cas, cette année, il a montré vraiment qu'il était indispensable à Montpellier. Depuis qu'il est arrivé à Montpellier il y a 2 ans, en fait 2-3 ans. Depuis qu'il est là avec Delors, franchement les deux sont vraiment très bons. Mais cette saison, c'est vrai que c'est quand même, ils font quand même une saison exceptionnelle, je trouve. Ah, c'est clair. Et on parle d'exceptionnel. On va venir au début de la deuxième mi-temps. Je suis désolé de te ressasser ce but d'anthologie de Kylian Mbappé qui a été trouvé par Rafinha en profondeur côté gauche et qui sort un festival de dribble. Et là où j'étais très étonné, c'est comment il a effacé Hilton. Papy Hilton a sorti la canne. C'est ça. Là, il a fait son âge. Il a vraiment fait son âge. Là, c'est clair. Là, c'est clair. Hilton, franchement, grand respect pour ce grand monsieur de la Ligue 1. Mais là, sur ce dribble, c'était évident que Mbappé allait repiquer sur son pied. Mais en tout cas, l'enchaînement et l'action était juste sublime. Et Mbappé marque le but du 2-1. Et on a vu, Nams, un peu cette communion qu'avait Mbappé, qui a sauté dans les bras de Pochettino. Tout de suite, ouais. Et c'est quand même de bon augure quand on sait que ça fait des mois que le PSG attend des signes d'Mbappé sur sa prolongation. Là, quand on voit son état d'esprit, son but et son smile après la célébration, c'est beau de voir ça. Ah oui, c'est très beau. C'est une belle célébration. On pourrait plus ou moins dire que le groupe vit bien, mais c'est vrai que oui, cette célébration avec Pochettino, tous ensemble, c'est vrai que c'est quelque chose de très beau de voir ça. En tout cas, sur ce but, on pensait que les Parisiens allaient faire l'affaire. Il y a eu encore des occasions en deuxième mi-temps. On a vu pareil Rafinha qui a servi Icardi quelques minutes après, qui a raté sa prise de balle. Sarabia également qui a raté sa frappe 1 minute après, je crois. Enfin, il y a eu des occasions qui se sont enchaînées. Et moi, je sais pas pour vous, mais à ce moment-là, je me suis dit Paris rate. Et je sentais le traquenard. Je savais pas. C'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois. Il ratait. Je me disais, c'est vraiment bon pour Montpellier. Ils vont avoir une contre-attaque et puis ça va égaliser, voire peut-être gagner dans les dernières minutes. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Et là, c'est surtout à partir des 10 minutes de la fin, quand on voit que Ristich décale et met une grosse frappe, que Navas repousse bien la 81e. Ouais. Et juste après, Di Maria qui a une énorme balle de 3-1, mais qui frappe pas. Alors là, ça c'était incompréhension totale. Et sur le compte, Laborde qui centre et qui trouve son compère d'attaque Andy Delors qui marque à bout de temps. Et là, clairement, moi je vais vous avouer qu'à ce moment-là, je me suis dit qu'on allait perdre au péno. Ah, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Je sais pas comment vous avez vécu ce but, les gars, mais... Alors, pour moi, c'était la libération, d'ailleurs, je te le dis. Moi, j'ai sauté partout. Ça peut se comprendre. Mais bon, voilà. Et cette fin de match totalement incroyable quand il y a eu l'occasion de Icardi dans la surface, quand il frappe et le Berthaud est battu et c'est Hilton. Et le sauvetage d'Hilton, ouais, putain, c'est incroyable. Et puis le corner qui a suivi, Berthaud qui réussit un miracle dans la foulée parce que D'ailleurs, tu parles désolé de te couper, mais tu parles de Dimitri Berthaud. Et je profite de ce podcast d'ailleurs pour le féliciter parce que ce jeune, ça fait quelques années qu'il est là. Il était pas mal en difficulté. Il avait eu sa chance à plusieurs reprises les dernières saisons et il était en difficulté, que ce soit sur les matchs de Coupe de la Ligue ou de Coupe de France. Il avait vraiment été en difficulté. Et là, cette saison, on lui a offert 3-4 titularisations en Ligue 1 et il a fait 2 clean sheets aussi en Ligue 1. Et puis après en Coupe de France aussi, il a été vraiment pas mal. Et là, sur ce match-là, moi, je l'ai trouvé très très bon. Bon, il a pris 2 buts, mais je l'ai trouvé très très bon sur ce match-là. Et franchement, il a rien à envier à Jonas Omlin, le gardien titulaire de Montpellier, qui a pris beaucoup de buts cette saison. Alors, c'est pas forcément la faute à Omlin ou quoi que ce soit, mais voilà, je tiens quand même à dire que Berthaud, il connaît une énorme évolution depuis qu'il est à Montpellier, parce que ça fait quelques années qu'il est là et qu'il a sa place de numéro 2.
Et à chaque fois qu'il était titulaire, on le sentait vraiment fébrile et tout ça. Et là, cette saison, sur les matchs de Coupe de France qu'il a montré et les 2-3 matchs titulaires en Ligue 1, il a vraiment été pas mal. Donc voilà, je tenais à le féliciter parce qu'il le mérite. Non, bah en tout cas c'est clair. Et Jonas Omlin, c'est vrai qu'en début de saison, quand il a été recruté, tout le monde disait du bien de lui. Et Montpellier avait très bien commencé la saison, mais c'est vrai que je crois il avait pris un carton rouge, je crois, à Monaco en début de saison. Si mes souvenirs sont bons, il avait pas pris un rouge. Il y a eu un rouge contre le PSG. Ah bah oui, c'est vrai, quand il y a eu le 4-0 match aller, c'est vrai. Exactement. C'est ça, il y a eu le rouge contre le PSG, ouais. C'est vrai qu'après, voilà, quand on a eu Geronimo Rulli l'année dernière, et qu'on passe à Jonas Omlin, après moi je le connaissais pas, même Rulli, tu vois, on le connaissait pas plus que ça mais quand il est arrivé. Ah non, mais Rulli, et par contre, il nous a impressionné. Enfin, moi personnellement, je le trouvais très très bon, et en plus cette année il est en finale de l'Europa League avec Villarreal, donc ça aussi, félicitations à lui parce qu'il a fait un bon choix de partir là-bas. Malheureusement, il n'est pas resté à Montpellier, mais il a quand même fait un bon choix de partir là-bas parce que les matchs d'Europa League, c'est lui qui les joue. Donc franchement, ouais, de passer de Rulli à Omlin, voilà. Après, bon, il y a aussi une fébrilité défensive qu'on avait moins la saison dernière. Et là, pourtant, on a les mêmes joueurs, hein, mais là, c'est vraiment très très fébrile cette année. Et je pense que ça aide pas non plus Jonas Omlin. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse avant de revenir sur la fin de match. Cyril, on parle de gardiens qui performaient notamment l'année dernière. Rajkovic, qui avait effectué une superbe saison l'an dernier. Bon, cette année, on va dire qu'il avait connu une saison un peu plus compliquée. Qu'est-ce que tu penses justement de Rajkovic, parce que c'est vraiment un gardien qui a quand même montré de très belles choses. Mais cette année, c'est un peu plus délicat. Enfin, comment tu vois, pareil, la saison prochaine avec Rajkovic, il est annoncé partant pour le club? Non, Rajkovic devrait quitter le club. Il avait déjà signé un accord avec le club pour quoi il jouerait encore cette année, mais on le laisserait partir la saison prochaine. Mais c'est vrai que l'année dernière, il était vraiment très très bon, l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Ouais. Cette année, il était à l'image de l'équipe en difficulté, notamment en première partie de saison, où il faisait des boulettes et il était loin de son niveau habituel. Et depuis novembre-décembre, à l'image de l'équipe, un regain de forme, il nous a vraiment permis de gagner des matchs et d'obtenir le point du match nul à de nombreuses reprises. Il revient bien, mais voilà quoi. Ok. En tout cas, c'est vrai qu'en Ligue 1, il y a pas mal de gardiens intéressants et c'est ce qui fait que on a quand même des choses à revendre sur ce cas-là. Sur la fin de match, forcément, un sens de pénalty. Comme on sait maintenant, les prolongations n'existent plus avec ce nouveau format. Le PSG qui l'emporte 6-5 après la fusée aérienne de Junior Samba. je pense qu'on avait tous ce pressentiment avant qu'il tire que ça sentait pas bon. mais... D'autres ont fait des frayeurs aussi, Paredes qui glisse en tirant. Ouais, mais à part Paredes qui a glissé, Marquinhos bien tiré, mais Berthaud a joué du bon côté. Il est vraiment pas loin. Il a pas la même forme, mais s'il avait la même pas loin de sortir. Pas loin de sortir. En tout cas, Paris a gagné 6-5 cette séance et comme dans l'ensemble que des bons tirs. Enfin, il y a eu que des pénaltys bien tirés. Bon, on va peut-être revenir légèrement sur l'altercation comme souvent à Neymar avec Andy Delors, les sifflets des Montpelliérains sur le penalty de Neymar. Enfin, c'est un peu bonne guerre, mais c'est voilà, Neymar c'est pas la première ni la dernière fois qu'il se prendra le chou avec ses adversaires. Donc ça commence à devenir un peu trop redondant et ça nous fatigue un peu nous les Parisiens à vrai dire. Andy Delors a mis une belle photo à la fin du match sur les réseaux sociaux. Je sais pas si vous l'avez vu. C'était qu'un jeu, c'était qu'un jeu, c'est du chambrage. Bon, en tout cas, le PSG va affronter Monaco en finale mercredi sans Neymar, qui sera suspendu pour cette finale. En attendant le match du dimanche, et là je vais un peu lancer Cyril sur ce match parce que bon là on parle un petit peu de la confrontation de mercredi. Dimanche donc multiplex, Montpellier qui reçoit Brest totalement, Montpellier qui n'a pas grand chose à jouer. Reims est plus ou moins dans la même situation, 13e de Ligue 1 qui est quasiment sauvé. Toi Cyril, est-ce que tu as une attente particulière sur ce match? Est-ce que pour toi, si Reims s'en prend 3 ou 4, ça va te faire ni chaud ni froid, ou t'attends vraiment une grosse prestation des Rémois pour se faire un peu racheter de cette saison en demi-teinte? Honnêtement, je m'attends plus à rien de cette équipe parce que on l'a appris il y a quelques semaines désormais qu'on allait changer de coach avec David Guillon qui va quitter le club et qui va être remplacé par Oscar Garcia. Du coup, on l'a ressenti déjà depuis plusieurs semaines que les joueurs ils montraient pas une énorme motivation malgré les dires en public comme quoi ils visaient le top 10 puis maintenant le top 12.
Mais dans le jeu, on remarque absolument aucune progression. Voilà. On subit des vagues, mais notre défense, elle est solide, heureusement. Et face au PSG, je m'attends vraiment à rien. Ce que je souhaite, c'est ne pas prendre de fessées parce que certes, on a un goal average positif par rapport au club qui nous sont Ouais, derrière nous. moins 3 en goal average grâce à votre Voilà. défense surtout. Avec, Ouais. bah d'ailleurs, si je me trompe pas, vous avez, vous êtes dans le top 6 des meilleures défenses de Ligue 1 quand même, c'est pas Ouais, négligeable. c'est ça. Bah, c'est à l'image de ce qu'on produit depuis notre remontée en Ligue 1. On figure toujours parmi les meilleures défenses. Mais c'est offensivement, on n'arrive vraiment pas. Depuis 3 ans, il n'y a aucune progression, aucun schéma tactique qui permettrait à nos attaquants de se lâcher. On a eu par chance Boulaïdia qui a mis 14 buts cette saison, mais la plupart de ses buts c'était soit par penalty, soit par un exploit individuel. Ou d'une boulette de gardien comme votre dernière victoire à Dijon qui remonte déjà au 21 mars. Exactement. C'est vrai que c'était pas la première fois de la saison ce genre de scénario. Une grosse frappe de loin, un gardien qui repousse dans les pieds de Boulaïdia. bah, en fait, là, j'ai fait le bilan un petit peu. C'est vrai que Boulaïdia, je crois, vers novembre-décembre, à un moment, il était même meilleur buteur de Ligue 1. Mais à l'image de Boulaïdia, je Ouais, trouvais je sais pas, Boulaïdia, il a eu une baisse de régime, une baisse de forme, et ça a un peu influé sur les résultats de Reims. Hein, on rappelle, défaite contre l'OM, défaite contre Monaco. Bon, après, vous perdez contre le top 6 de Ligue 1, donc c'est pas non plus une grosse surprise. Mais par exemple, je me rappelle le match contre Lyon, vous avez mené au score pendant longtemps, vous avez pris un but en fin de match par Kadewere. Enfin, il y a toujours c'est comme tu dis, je pense que défensivement c'est ça, mais offensivement vous êtes pas assez inspiré, il manque quelque chose. Ouais, c'est ça. En fait, tout notre jeu offensif repose sur Boulaïdia, en fait. Parce que nos ailiers ils descendent vachement pour défendre. Du coup, il est vachement isolé devant. Il est obligé de dribbler 3-4 joueurs pour se retrouver dans la surface. Et il n'est pas alimenté non plus en ballon en profondeur ou dans la surface. Du coup, c'est difficile pour lui. C'est vrai qu'en première partie de saison, il avait marqué 11 buts. Et sur la phase retour, seulement 3. Ça se ressent en termes de buts marqués par le club. On marque beaucoup moins de buts récemment. Et c'est vrai que on gagne pas beaucoup en ce moment. On est sur 6 matchs sans victoire. Mais en 2021, on est à seulement 4 défaites. Mais seulement aussi 5 victoires parce qu'on fait beaucoup de nuls. Le souci de Reims, c'est que on marque souvent les premiers, mais on se fait souvent égaliser. Parce que à force de défendre, on subit l'occasion de trop. Et Reims. J'ai l'impression aussi que le départ de Houdin pour Bordeaux à l'époque a fait mal un peu. Il était très bon en plus. Hein. Il était plutôt Il était bon chez nous, mais disons que dans le jeu, il n'était pas vraiment utile. Il était surtout efficace. Il était bien là pour faire la bonne passe et l'avant-dernière passe ou vraiment pour marquer. Quoi. C'est vrai qu'il nous manque offensivement, mais dans le jeu, il était assez inutile. En tout cas, là pour le coup, Reims, l'année prochaine va évoluer en Ligue 1 normalement. Mais c'est vrai que si vous restez en Ligue 1, il va falloir que cet été il y ait quelque chose, parce que si vous perdez votre gardien, et je pense que Boulaïdia va être également oui, il devrait quitter. Donc il a des contacts avec Naples, West Ham et aussi la Fiorentina. Ah oui. Ouais. Faudrait qu'il accorde dans un club où il est un peu sûr de jouer, parce qu'à Naples avec Victor Osimhen, pas sûr qu'il puisse. West Ham serait la meilleure solution pour lui. Il n'y a pas beaucoup d'attaquants. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. En tout cas, il y a des bons clients pour lui et je m'en fais pas pour lui sur sa saison prochaine. Toi, Nam, sur ce match, est-ce que tu attends également quelque chose du Paris Saint-Germain ou tu vas surtout regarder le match de Lille pour cette 37e journée qui va affronter Saint-Etienne au stade Pierre-Mauroy? Je pense que j'aurai un œil sur le match de Lille surtout, hein, parce que Lille a plus que son destin entre les mains. Je crois que Lille peut se permettre de faire un match nul, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Donc Lille a plus que son destin entre les mains et je pense qu'il faudrait vraiment un miracle pour que Saint-Etienne enchaîne une seconde victoire de suite, une deuxième victoire de suite. Non mais c'est surtout que Lille va jouer contre le 11 et le 12e de Ligue 1. C'est ça. C'est-à-dire il va jouer contre des équipes qui n'ont plus rien à jouer. C'est Donc, ça. clairement, il n'y a aucun intérêt pour ces deux équipes-là de faire opposition face à Lille. Moi, très franchement. Victoire de prestige, peut-être.
Ouais, moi franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, Fabien et Cyril, de la course au titre. Qu'est-ce que vous voyez sur je permets sur ce sprint final, mais moi personnellement, enfin moi depuis la défaite du PSG contre Lille au Parc des Princes il y a un mois et demi, moi je sais pas, j'étais déjà résigné, je voyais déjà Lille prendre l'ascendant psychologique et ne plus lâcher la première place. Oui, c'est ça. Aucune des deux équipes va perdre d'ici la fin de la saison sur les 2 derniers matchs. Et ce sera Lille, je pense, qui sera champion de France. Qui sera champion de France cette saison. Je les vois vraiment pas perdre ou faire un match nul d'ici les 2 derniers matchs, quoi. À Paris quand même, qui est sur une série de plusieurs matchs en victoire, si on compte les doubles confrontations contre City, si on compte le match nul au temps réglementaire contre Montpellier, le match nul à Rennes. Et ouais, c'est vrai que Lille, là, après avoir battu Lens, Lyon et le PSG, hein, franchement, c'est très dur de les voir craquer à ce moment-là. Et on verra bien. Et voilà, donc toi Dabs, toi, tu vois quand même Paris s'imposer largement, tu vois quand même Paris... Je vois Paris s'imposer solidement, mais je vois quand même Lille finir champion de France. Mais ouais, c'est Paris devrait s'imposer, hein. Paris va faire le boulot. Je pense qu'il y aura quand même aussi il y aura déjà la tête à cette finale. Paris va essayer, je pense, va essayer de finir quand même proprement. Donc il reste 2 matchs, il va falloir finir par 2 victoires. Mais je pense qu'ils ont déjà la tête à cette finale de Coupe de France. Parce ce serait catastrophique que Monaco l'emporte sur le Paris Saint-Germain en finale. Parce que là, ça serait une finale perdue encore une fois, comme il y a 2 ans, contre une équipe qu'on n'a pas battue, on a même perdu contre eux à l'aller et au retour en championnat. Donc ce serait une catastrophe si le PSG perdrait cette finale. C'est ça. Donc faut absolument gagner et faut s'épargner la saison blanche. Et messieurs les invités, donc là je vous pose une question, mais répondez-moi en toute franchise, hein, vraiment, il n'y a pas de... Franchement, vous préférez voir Lille ou Paris champion? Parce que je pense que le football français a envie de voir un autre champion que le Paris Saint-Germain, et ça se comprendrait. Donc j'aimerais bien avoir vos avis, si vous êtes plutôt neutre ou si vous préférez voir Lille pour changer et être champion. Personnellement, j'aimerais voir Lille. Voilà, comme vous l'avez dit, voir un nouveau champion, ça ferait pas de mal. Et ça permettrait aussi de faire taire les mauvaises langues, comme quoi la Ligue 1 ne se repose plus sur le PSG, notamment les médias étrangers où disent que sans le PSG, il n'y a rien en France. Et voilà, ça serait montrer que Lille et Monaco aussi, Lyon, sont capables de gêner le PSG dans la course au titre. C'est ça, ça permettra aussi aux autres clubs de dire voilà, on a été champion, même si Paris a été très mauvais. 8 défaites pour le PSG cette saison. Voilà. Mais il y a possibilité d'être champion, il y a possibilité d'aller les titiller. Donc ça sera aussi peut-être un signe pour les autres clubs, quoi. Et toi, ouais, Fabien, tu disais? Non, mais moi, si tu veux que je donne mon avis, moi, c'est surtout que j'aime beaucoup l'entraîneur de Lille, Christophe Galtier. Ah oui. Et je trouve que je l'aime beaucoup depuis des années, même quand il est à Saint-Etienne, tout ça, j'ai toujours trouvé cet entraîneur, j'ai toujours kiffé, et du coup, je me dis que vraiment pour lui, ça serait vraiment bon pour lui qu'il soit champion de France. Il le mérite. Je pense qu'il le mérite amplement. Grosse récompense pour lui, c'est vrai. Après, franchement, que ce soit Lille ou Paris qui gagne, après qu'il soit champion, comme dirait Laurent Nicolin, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Mais voilà, surtout pour Christophe Galtier. Et voilà aussi, c'est sûr que ça changerait un petit peu. On verra Lille champion. Et voilà. Mais comme je dis, voilà, ça serait une belle récompense pour Christophe Galtier après ces nombreuses années en Ligue 1. Cyril, tu partages également cet avis-là? Ouais, totalement, ouais. Ouais, j'imagine. En tout cas, c'est vrai que ça changera un petit peu, même si Paris compte là aujourd'hui 8 défaites en Ligue 1. C'est vrai que c'est bien aussi de voir des nouvelles têtes changer. Hein, donc, tant que c'est pas l'OM ou Lyon qui sont champions, ça mérite. Mais bon, quand même, voir PSG deuxième, ça mérite un peu. Bien que le Monaco est à 2 points derrière, hein, donc c'est pas terminé. Hein. Il suffit que Paris fasse une performance. C'est vrai que Paris, si je ne dis pas de bêtises, peut finir 4ème là encore. Hein. Il y a possibilité de terminer 4ème. Bon après 4ème, ça va être chaud. C'est ouais, 3ème, je crois. Ouais. Là, faudrait vraiment le vouloir. Là, faudrait vraiment le vouloir de terminer 4ème. Là, c'est. Le 4ème, si tu. Non, 4ème, c'est pas. Ah si, c'est possible, oui, mais bon, là, oui, vraiment pour vouloir. Franchement, tu mets le super cher, hein. Tu t'arrives, tu rases tout, hein. Franchement. Tu peux pas finir une saison comme ça et repartir normal la saison prochaine en Europa League. C'est ça.
C'est pas possible. Bon, en tout cas, les gars, merci de vos analyses. On va terminer ce podcast sur les pronostics, by BetClick, qui est notre partenaire, sur ce match. Alors, les cotes, je vais vous les donner et je vais réexpliquer aux auditeurs un peu le concept. Je vais demander à mes invités leur pronos sur le résultat du match, sur un pari buteur et également sur un pari fun, un pari qui comporte une cote intéressante à tenter. Si vous avez 1 euro à mettre, vous la tentez, ça mange pas de pain. Bon, alors déjà, je vous explique. Alors les cotes pour la victoire nulle défaite. Alors la cote du PSG elle a 1,09, la cote du match nul elle a 10,50 et la cote de Reims elle a 24. Alors je sais pas qui va s'aventurer à la cote à 24, mais je vous demande à vous. Alors je commence par toi Cyril, Laure et moi. Toi tu vois quoi pour ce résultat? Et ben même 1 euro, je les mettrai pas sur la cote de 24. Je le vois vraiment pas gagner au parc, surtout vu la dynamique des deux équipes. Mais Reims a gagné au parc la saison dernière. Ouais, mais Reims l'année dernière, on était beaucoup plus fort, que ce soit collectivement, même individuellement. Là, cette année, non, on est beaucoup trop faible. On note c'était une victoire 2-0 si je me trompe pas, avec un super de Boulaïdia. C'est ça. Ouais, une bicyclette de Boulaïdia en fin de match, ouais. Exactement, un match un mercredi en plus, en semaine, si je me trompe pas non plus. Donc toi, tu vois le PSG gagner, c'est ça? Oui, pari facile. Fabien, Nams, pareil, j'imagine. Oui, victoire. Oui, il y a pas victoire. Et bon, allez, on va passer au deuxième critère, donc les paris buteurs. Alors sur le pari buteur, messieurs, vous pouvez me dire un nombre de buts qu'il y aura dans le match, over 2,5, un buteur ou une double chance, n'importe. Mais en tout cas, voilà. Qu'est-ce que vous voyez? Je vais commencer par toi, Nams. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vas me donner ton pari habituel? Non, là, Icardi buteur. Ah ouais, tu vois Icardi avec tout ce qu'il a raté buteur. Buteur et pas qu'un seul but, je pense. Ah ouais. Donc là, alors Icardi buteur, c'est 1,75 la cote. Ah, ouais. Du seul but, on va dire. Fabien, tu vois quoi toi en pari buteur? Pari buteur, je vais pas me mouiller déjà, Mbappé. Mbappé, la cote, 1,48. Bon, c'est pas énorme, mais bon. Ouais, c'est pas trop bas non plus. Ouais. C'est vrai, ouais, ça se tente. Ouais. Ça se tente tranquillement. Et toi, Cyril, tu vois quoi en pari buteur? Mbappé et Neymar. Mbappé et Neymar. Alors, faudrait que je retrouve la cote, mais en tout cas, ça peut être une cote intéressante. Et j'ai vu la cote buteur au moins 2 fois, Nams, de Icardi, elle est à 4. Ah oui, pas mal. Cote de 4, Icardi qui met au moins 2 buts. Pas mal. Bon, Neymar, Mbappé buteur, par contre, je l'ai pas trouvé, mais voilà, ça peut être intéressant. Et dernier pari, donc le fun, donc un pari fun, ça peut être par exemple victoire de Reims, parce que la cote à 24, elle est quand même imposante. Mais un autre pari fun à me proposer, vous proposeriez quoi? Alors moi je dirais triplé de Mbappé. Alors triplé de Mbappé, alors 3 buts ou plus, 8,50. Raphaël, Ouais. j'ai trouvé les deux joueurs qui marquent, Neymar et Mbappé, la cote est à 2,55. Ah ouais. Pas mal. Bah je la trouve pas si élevée que ça, parce qu'au final 2 buteurs différents dans un même match, 2,55. Ouais, ça peut se tenter, mais Je trouve ça pas mal quand même. Ah, 50, ouais, quand même. Hein. les 2 marques quand même, c'est pas non plus. Oh, je pense que c'est plus que faisable. Hein. Oh, Suffit Neymar que va un marquer des- sur penalty. Ouais, oui, c'est vrai. Et du coup, la cote de Mbappé buteur au moins 3 fois, c'est 8,50. Donc ouais, et elle rentre facilement dans la cote fun. Toi, Dams, qu'est-ce que tu donnerais comme cote fun? But Danilo? non, mais je pense que ce serait plutôt le score. Le Le score? Ouais. Je verrais plutôt je vois bien un 5-1. 5-1, alors je vais te dire 5-1. 5-1, je suis en train de regarder. 5-1. Ouais, mais c'est bizarre. Alors 4-1, c'est le code de 12. Mais autre, c'est 3,45. Parce que le 5-1, tu l'as mentionné. Mais sinon, il y a une cote qui est pas mal. Sinon. C'est. Alors, je sais pas si c'est ce que tu veux, mais 2-1, 3-1 ou 4-1, c'est 3,55. C'est pas 5-1, mais les 3. Ouais, bah, 3,50. pourquoi pas 4-1 s'ils sont sympas. S'ils sont sympas. S'ils sont sympas, s'ils sont pas trop énervés. 4-1, pourquoi pas. Pourquoi pas. Code de 12 pour 4-1, c'est déjà pas mal. Et toi, Cyril, sur cette dernière cote, pardon, tu donnerais quoi? Ah, je vous avais dit triplé d'Mbappé, moi.
Ah bah c'était Fabien, pardon, là, autant pour moi, c'est Fabien qui n'a pas donné sa cote. Ah ouais, moi la cote, moi je dirais un but de Marquinhos. La cote elle est à 4,30. 4,30 Marquinhos, ouais, je viens de l'avoir. Ouais, 4,30, c'est pas mal, hein. But de Marquinhos. Une petite tête sur corner. Coup du foulard ou pour. Ouais, toi, Nams, tu veux que les gens ils perdent de l'argent, toi. Non, en tout cas, notez bien les auditeurs, hein. Très souvent dans nos podcasts, il y a beaucoup de pronostics fous, hein. On va pas vous mentir, mais quelquefois il y a des bons pronostics, hein. Faut pas cracher dessus, donc en espérant que certains passent. Et en tout cas, j'espère que le Paris Saint-Germain va gagner et que Lille fera un faux pas, même si j'y crois qu'à moitié. Bah messieurs, merci à vous. Hein. Merci à vous de votre présence. Hein. Merci à toi, Fabien. N'hésitez pas à voir sa page, hein, MHC on Air. Merci à toi également, Cyril. Hein. Je donne ton Twitter quand même aux auditeurs. C'est Reims avec un H entre le R et le E. Avec un tiré du bas après, donc suivez un peu son actu, hein, qui propose des posts assez sympas sur le football et également sur Reims. Et puis Nams, hein, comme d'hab, hein, lui, retrouvez-le également sur les libéraux, hein, ça bouge pas. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment, messieurs. Bon match au week-end, on se dit à très vite et surtout, allez Paris. Ciao, ciao. Pauletta dans la surface, la frappe. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro Miguel Pauletta. Ce coup franc. Oh là 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 là. Zlatan Ibrahimovic, 25e minute, le doublé en 2 minutes. Ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Mandanda.